L'homme représenté sur cette fresque avait fait passer le royaume de Macédoine, un petit pays situé au nord de la Grèce, à un des plus grands empires n'ayant jamais existé. Son empire s'étendait en Albanie jusqu'à l'actuel Pakistan, en passant par une partie de l'Égypte, le Proche-Orient et la Perse. Son fondateur est mort à Babylone en juin 323 avant Jésus-Christ, ne désignant aucun successeur. Salut à tous, bienvenue sur Ucrogeo, et aujourd'hui on parlera de guerre et de conquête. Lorsqu'on parle de grands conquérants, on pense par exemple à Attila, Jules César, Napoléon ou encore Gengis Khan. Mais cette vidéo sera consacrée à un autre meneur d'hommes qui a marqué son temps et les esprits futurs, le fameux Alexandre le Grand ou Alexandre III. Ayant construit un immense empire, il a par ses succès militaires répandu la culture grecque aux territoires conquis. Mais qui est Alexandre le Grand ? Fils du roi de Macédoine Philippe II et d'Olympias, il est né en juillet 356 avant Jésus-Christ à Pella, la capitale du royaume. Il avait pour précepteur, c'est-à-dire pour professeur, le philosophe Aristote. Aimant beaucoup lire les mythes et légendes grecques, le jeune Alexandre rêvait de ressembler aux héros de l'Iliade. Intelligent et doué de qualités physiques, Alexandre fut initié très tôt à la guerre. Ainsi son père lui a donné le commandement d'une cavalerie alors qu'il n'avait que 18 ans. Philippe II voulait unifier les cités grecques pour ensuite envahir la Perse. Mais ce projet n'aboutira pas de son vivant en raison de son assassinat en 336 avant Jésus-Christ. Son fils, Alexandre, fut alors proclamé roi de Macédoine. À peine monté sur le trône, Alexandre voulut poursuivre l'entreprise de son père et parvint à écraser la ville de Thèbes, une des rares cités ayant tenu tête face à son père. Avec une armée comprenant 35 000 fantassins et 5 000 cavaliers, il partit en 334 avant Jésus-Christ à la conquête de l'Asie mineure. Réussissant à s'imposer aux Perses, le roi Darius III prit la fuite. Et ne rencontrant aucun véritable revers, il parvient à conquérir une partie du Proche-Orient. Après avoir une nouvelle fois vaincu les Perses dans la plaine d'Issos, dans l'actuelle Syrie, il continua cette fois vers le sud, où il rencontra une grosse résistance, le siège de Tyr. Pendant 7 mois, cette cité lui résistait jusqu'à tomber à son tour. Occupant ensuite l'actuel Gaza, il arriva en Égypte où il fut accueilli en libérateur. Alexandre fonda alors la première colonie grecque égyptienne, la fameuse Alexandrie. Et c'est en moins 331 et jusqu'à sa mort qu'il fut proclamé pharaon d'Égypte. Puis il repart, cette fois à Babylone où s'est réfugié Darius. Après avoir fait tomber Babylone, Alexandre fut proclamé roi de Perse. Essayant de rattraper Darius, cette fois réfugié dans les montagnes de l'actuel Iran, il fut assassiné par des satrapes, ce qui n'empêche pas Alexandre de progresser en Asie mineure où malgré une période difficile, se tourna encore davantage vers l'est jusqu'à atteindre les vallées de l'Indus. En 327 avant Jésus-Christ, Alexandre partit vers cette région. Arrivé au bord de l'Iphase, situé au nord-ouest de l'Inde actuelle, il voulut continuer jusqu'aux Ganges, mais ses soldats n'en pouvaient plus, refusèrent de continuer. À partir de ce moment, et après avoir atteint la route de Suse, il changea de politique. En voulant unir les peuples conquis par le sang grec, il organisa de grands mariages, unissant ses soldats avec des femmes perses par exemple, et prenant lui-même pour épouse une fille de Darius, Statéra. En moins 323, il se rendit à Babylone où une rumeur raconta qu'il rumina d'autres projets de conquête. Pourtant, à l'âge de 32 ans, après avoir enchaîné plusieurs repas gargantuesques, Alexandre mourut subitement. Son empire ne durera pas puisqu'il sera divisé par ses généraux qui se feront la guerre pendant des dizaines d'années, mettant à sac l'héritage du roi qui les unissait. Mais que se serait-il passé si Alexandre le Grand n'était pas mort si jeune ? Quelles seraient ses prochaines ambitions ? Aurait-il continué d'étendre son empire ? Nous allons essayer de répondre à ces questions dans les scénarios qui vont suivre. Pour ceux qui ont participé au sondage, sont sans doute surpris à la modification du thème de la vidéo. Rassurez-vous cependant, une partie de mon scénario sera consacrée justement à une éventuelle invasion de l'Inde si un tel projet est envisagé. Au passage, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et y mettre un pouce bleu. Ça m'encourage à continuer mon travail et imaginer d'autres uchronies. Maintenant, place à nos deux scénarios. Scénario numéro 1, Alexandre le Grand continue ses conquêtes. Une fois rentré à Babylone, Alexandre le Grand changea de plan de conquête et décida d'envahir et de vassaliser la péninsule arabique constituée de ports commerciaux importants. Mais après, qu'aurait-il fait ? Se serait-il tourné vers l'ouest ou vers l'est ?
En partant du principe qu'Alexandre le Grand se tournerait vers l'ouest, il rencontrerait deux civilisations importantes occupant la Méditerranée, Carthage et Rome. Ayant développé une marine importante, Alexandre le Grand aurait bien pu grignoter quelques parcelles de territoire carthaginois et romain. L'influence hellénique dépasserait ainsi l'influence romaine dans ces régions. Bien sûr, il ne les aurait pas écrasés, mais mettrait quand même un pied en Italie et dans l'actuelle Tunisie. Le royaume de Macédoine deviendrait également le meneur des innovations technologiques. Ils auraient plus ou moins copié et perfectionné les inventions romaines comme les aqueducs, et grâce aux routes maritimes, la culture grecque aurait voyagé partout, peut-être jusqu'aux confins du Sahara et de la Germanie. Il reste plus probable qu'Alexandre le Grand, après avoir envahi le Moyen-Orient, chercherait plutôt à progresser vers l'Est, car il était davantage intéressé par ces contrées. Il est possible qu'Alexandre aurait continué vers l'Inde, cherchant à envahir ce pays après avoir gagné la bataille d'Hydaspe, où Alexandre le Grand a rencontré Poros, le Raja indien du royaume de Porava. Cela dit, en raison du climat, qui sont complètement différents de la Perse, et surtout du ras-le-bol de ses soldats, la progression d'Alexandre aurait été bien lente et commencerait à atteindre ses premières faiblesses. Une conquête de l'Inde, ne serait-ce que partielle, aurait nécessité la mise en place d'alliances entre lui et des Maharajas, ce qui serait très compliqué. Même si Alexandre le Grand avait atteint l'océan Indien, il n'aurait pas eu le temps d'envahir tout le pays et se mettrait plusieurs ennemis à dos. Conquérir des points commerciaux importants ne suffit pas, il faut aussi savoir les sécuriser. Alexandre le Grand aurait été ainsi confronté à une armée coalisée de 900 000 hommes, ce qui est beaucoup plus par rapport aux 60 000 qu'Alexandre aurait entraîné dans cette aventure. La suite du scénario ressemblerait ainsi à une campagne militaire désastreuse ayant eu lieu au début du 19e siècle, je vous laisse deviner lequel. Au lieu du grand départ qu'il a entrepris de l'Inde dans l'histoire réelle, il aurait été assiégé et attaqué de toutes parts. Même dans l'histoire réelle, Alexandre a eu du mal à descendre l'Indus. Ainsi, Alexandre aurait subi une défaite totale, et on peut même se demander s'il sera revenu en Perse. Dans ce scénario hypothétique, la meilleure situation aurait été les négociations, la création d'une route commerciale reliant la Perse et la Chine en passant par l'Inde, quelque chose qui, à l'époque, n'existait pas. Dans le meilleur des cas, Alexandre le Grand n'aurait conquis qu'un morceau de l'Inde, peut-être à peine plus grand que ce que l'on a connu dans l'histoire réelle. On pourrait aussi imaginer la création de comptoirs au sud de l'Inde par l'intermédiaire de nouvelles routes maritimes. Là, l'un des défis d'Alexandre le Grand aurait été le percement d'un canal reliant la mer Méditerranée et la mer Rouge, ce qui aurait conduit à l'apparition du canal de Suez beaucoup plus tôt que dans notre réalité. Chaque fois que quelqu'un se révoltait contre Alexandre, il devait employer les grands moyens pour dissuader quiconque de recommencer. Regardez entre autres ce qui s'était passé à Thèbes par exemple. L'administration d'un empire aussi vaste n'irait pas au-delà des capacités du conquérant. Certaines difficultés de contrôle s'accentueraient en raison de la distance, de la disponibilité des troupes et des approvisionnements. Quelque chose se serait finalement produit comme pour l'Empire romain, une dislocation partielle de l'Empire vers la fin de la vie d'Alexandre ou après sa mort, puis une destruction lente et programmée. À cause de ses volontés de conquête, Alexandre le Grand n'aurait pas eu assez de temps pour constituer un peu partout les bases de son empire, ce qui amènerait au scénario suivant. Scénario numéro 2, Alexandre le Grand cherche à consolider son pouvoir. Après sa campagne d'Inde, estimant son empire suffisamment vaste pour tenir en respect ses ennemis, Alexandre le Grand chercherait, une fois rentré à Babylone, de constituer les piliers de son empire. Évoluant progressivement vers un état fédéral, il aurait créé des administrations un peu partout dans son empire, peut-être dans des lieux qui portaient ou qui porteront le nom d'Alexandrie. Cherchant à unir tous les peuples du monde, le principe philosophique du dieu unique l'aurait intéressé, même s'il aurait finalement décidé de créer un panthéon regroupant plusieurs dieux. Étant donné les grandes bibliothèques telles que celle d'Alexandrie en Égypte, et le système éducatif qu'il aurait développé, la science et les philosophes auraient pu aller très loin, très vite, et tous ces savoirs auraient perduré. Dans ce scénario, la politique de l'Empire à vouloir unir les peuples pour empêcher les guerres serait alors entreprise. Le partage de culture, quoique avec une domination grecque, et la création de routes commerciales à l'intérieur de l'Empire allongerait sa durée de vie. Combien de temps son empire aurait gardé son intégrité ? Cela est difficile de répondre, mais Alexandre le Grand chercherait tout de même un héritier à son royaume. Et à ce sujet, un candidat pourrait être cité, son propre fils, Alexandre. S'il lui avait succédé, il prendra le nom d'Alexandre IV. Son père aurait vécu suffisamment longtemps pour laisser grandir son fils jusqu'à ce que celui-ci prenne les rênes du pouvoir. Mais une telle succession donnerait des jaloux, en particulier Philippe III de Macédoine, un demi-frère d'Alexandre le Grand.
Cela aurait pu éviter la guerre des Diadoques, qui a opposé les généraux d'Alexandre le Grand après sa mort, mais peut-être un conflit entre ces deux hommes. Si ce scénario était retenu, des cultures, comme la culture celtique, auraient sans doute vécu plus longtemps, car trop loin de Babylone pour être conquises. Mais pour d'autres, une hellénisation très poussée, au point que la plupart des pays du Proche et du Moyen-Orient seraient marqués davantage par la culture grecque. Enfin, cet empire serait sans doute tombé tardivement, car les peuples conquis se seraient basés sur la fidélité au roi de Macédoine. L'éclatement de cet empire aurait pu venir d'une crise dynastique, qui aurait, un jour ou l'autre, fini par la partition de l'Empire. Voilà tout ce que nous pourrions dire à ce sujet. Ce que nous pouvons tirer de tout cela, c'est que l'héritage qu'a laissé Alexandre le Grand à travers le monde fut tout d'abord culturel. D'abord honoré comme un dieu vivant, il fut par la suite un symbole d'autorité, puis a influencé d'autres conquérants qui viendront après lui et qui chercheront à le ressembler. Outre le fait qu'Alexandre le Grand est encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands conquérants de l'histoire, il a aussi marqué son époque pour avoir conquis en une décennie l'Empire perse, un puissant rival des Grecs. Selon lui, la bravoure du chef peut rendre son armée puissante. Lui-même disait qu'il avait davantage peur d'une armée de moutons dirigée par un lion que par une armée de lions dirigée par un mouton. Bon bah voilà, j'espère que cette uchronie vous a plu, et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Si vous avez d'autres idées d'uchronie, dites-le moi dans les commentaires, et sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.